Merci si vous nous rejoignez. Troisième partie de cette émission, Anne-Marie Kofi-Kwadiobla, docteur en droit, Thierry Mouelé, écrivain, enseignant et directeur du cabinet IM Consulting, Alfred Chango, éditorialiste, m'accompagne depuis le début de cette émission. Tout de suite, le grand angle. Et on revient ce soir sur l'Africa CEO Forum, principal rendez-vous du secteur privé sur le continent. Il s'est tenu dans la capitale rwandaise. L'intégration économique était au cœur des débats. Outre les États, des dizaines d'entreprises ont pu présenter leurs plans de développement, des plans qui nécessitent l'apport de 5 à 20 millions de dollars. On fait le point dans ce reportage de Frater Nondakia Isienga. Ils sont plus de 1500 personnalités du monde des affaires, des décideurs politiques et des partenaires de développement rassemblés à Kigali pour l'Africa CEO Forum qui s'est ouvert ce 25 mars 2019. Pendant 2 jours, ces experts vont discuter du rôle du secteur privé dans l'intégration économique de l'Afrique, laquelle ne serait pas réalisable sans la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, selon le président rwandais Paul Kagame. 1 year ago, in this very room, il y a 1 an, 44 pays ont adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine et d'autres l'ont fait depuis. De manière tout aussi importante, le protocole sur la libre circulation des personnes a été également adopté. La zone de libre-échange continentale est sur le point d'entrer en vigueur. Il ne nous reste qu'une seule ratification. Cependant, comme nous le savons, c'est là que commence le vrai travail. Lors de ce forum, une trentaine d'entreprises présenteront des projets d'investissement dont la valeur est estimée à 700 millions de dollars dans les secteurs de croissance prometteurs comme la technologie de l'information, l'agroalimentaire et l'énergie. Depuis que nous avons lancé ce forum, nous avons connecté plus de 5000 dirigeants d'entreprises à travers le continent depuis 2012 et aujourd'hui nous sommes ici avec une plus grande ambition, celle de donner aux acteurs du secteur privé les moyens de devenir de vrais ambassadeurs de l'intégration économique africaine et faire en sorte que l'accord de la zone de libre-échange continentale devienne une réalité. Quelques chefs d'État prennent part à ce forum, notamment le président Faure Gnassingbé du Togo et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Une quarantaine de sessions et de panels de discussion sont prévus sous différents thèmes, entre autres le rôle de la femme dans les prises de décision sur le continent. Alors un rendez-vous pour essayer donc d'attirer davantage de capitaux en provenance du continent. Thierry Mouelé, quelle est la situation actuelle au niveau du secteur privé malgré les disparités bien évidemment? Alors le problème central, ce n'est pas simplement la question de l'intégration, mais la question du financement du secteur privé. Parce que le problème nodal, capital important, principal, c'est l'accès au mode du financement. Donc financement et de l'autre côté, le crédit qui vient des bancaires. Donc depuis, quand j'ai suivi ce reportage, je n'ai pas entendu le rôle du secteur bancaire parce qu'on ne peut pas financer l'économie sans un secteur bancaire fort. Or, qui dit secteur bancaire en Afrique aujourd'hui demande à comprendre si les banques africaines sont transcontinentales ou elles sont simplement régionales. Or, on parle là, à ce que j'ai compris, d'une intégration économique avec un secteur économique qui est totalement dénué de frontières. Donc si on parle donc d'intégration continentale ou transcontinentale, ça suppose qu'il faut mettre en place non seulement des mécanismes qui viennent certainement de l'Union africaine, mais vous allez voir que là, le CEO Forum est organisé par un journal de la place parisienne. Donc ça veut dire que la communication doit jouer aussi un rôle important pour démontrer aux uns et aux autres que l'Afrique a une image positive au-delà. Parce que l'économie, c'est d'abord basé sur la confiance. Si on n'a pas la confiance, parce qu'on est dans le doute et que de par certains pays ou bien de par les régions, il n'y a que l'obsession de la sécurité liée à l'insécurité, on ne peut pas faire de l'économie. Il faut donc, premièrement, mettre en place des mécanismes de financement de cette économie, l'accès aux valeurs, aux bourses mobilières et autres. Ensuite, l'accès au crédit bancaire. Or, c'est le crédit bancaire aujourd'hui qui fait le plus grand problème, le plus grand mal dans le secteur privé en Afrique. Alors, mais pas seulement, hein, Thierry, pas seulement pour le secteur privé, mais pour même le secteur public et même pour les simples citoyens africains, citoyennes africaines. Hein, l'accès au crédit, l'accès au financement est très compliqué parce
que la structure des banques africaines, elle est mais vraiment très minime, très infime. Les structures justement de l'épargne et qui peuvent servir justement à financer les projets du privé sont éthiques complètement. Et ce qui fait quoi que les rares entrepreneurs d'Afrique qui misent sur leurs propres fonds, ils vont vraiment sur la pointe des pieds parce qu'ils se disent on a évoqué la question de l'insécurité, instabilité politique. Ils ne savent pas si le climat des affaires est assaini pour permettre justement d'investir et puis d'avoir retour sur investissement. Et puis, ils ne peuvent pas toujours partir de leurs propres capitaux parce que ce n'est pas extensible. Donc, ils ont besoin des crédits. Ils ne peuvent pas les obtenir. Et la Banque africaine de développement ne peut pas, à elle seule, de toute façon, la Banque africaine de développement travaille avec les États, donc pour... Très peu avec le secteur privé. Exactement, oui. Très peu. Ecobank essaye, mais vraiment il faut structurer le secteur bancaire africain pour pouvoir justement, quand il y a des entrepreneurs qui tentent comme ça, qui veulent investir sur le continent, puissent avoir les moyens de le faire et être capable d'être solvable au fond par la suite. Mais c'est bien de lancer cette idée de la zone économique donc de libre-échange au niveau du continent. C'est une très très bonne chose puisque ça fait un vaste marché, mais il faut se donner effectivement des règles, les moyens. Et des outils techniques. De son actualisation, voilà, tout à fait. Oui. Des outils techniques, l'accompagnement, parce qu'il ne suffit pas simplement de dire qu'on va faire une zone de libre-échange. C'est des idées, justement, du président Kagame lorsqu'il était président de l'Union africaine. C'est lui qui a mis en place, n'est-ce pas, toutes ces structures-là qu'il entend poursuivre. Et comme Kigali, aujourd'hui, est une plateforme à la fois technique et technologique, ça fait bien que lui-même puisse, n'est-ce pas, continuer ce qu'il avait implémenté ou bien initié au niveau, n'est-ce pas, de la Commission de l'Union africaine. Anne-Marie Kofi-Kouadiobla, alors on pointe des prérequis finalement qui n'auraient pas été remplis. Pour une première fois, on parle de l'Afrique positivement. Je veux dire, on se réunit en Afrique pour l'avenir de l'Afrique, pour penser à l'Afrique. C'est positif parce qu'on a tout le temps entendu les guerres par ici, l'insécurité. Franchement, ça fait du bien. Mais il faut dire qu'il ne suffit pas de créer une zone de libre-échange parce que si les États il faut une coordination au sein des États. Il faut faire tomber il y a beaucoup de barrières, les barrières douanières. C'est-à-dire que s'il y a un protectionnisme, comme l'Union européenne le fait ici, c'est facile pour les ressortissants de chaque État de s'installer. Parce que si c'est plus facile pour un Ivoirien de s'installer au Mali alors que le contraire est difficile, comment ça va se réaliser? Il faut aussi il y a un problème logistique. Tous les États africains, il y a une disparité entre les logistiques. Il y a des pays qui sont un peu développés, d'autres qui n'ont pas dans le développement. Ils ne sont pas au même niveau de développement. Il y a une disparité. Tantôt ici, c'est ceci, il y a la sécurité, l'autre, il n'y a pas de sécurité. Donc, il faut une harmonisation. Il faut une harmonisation et pour que ça puisse marcher. Et puis, moi, je pense qu'il faut faire aussi la promotion du genre. C'est-à-dire dans les conseils d'administration, il faut laisser les femmes aussi diriger des sociétés. Parce que tout le temps, les hommes, au moins, on ne demande pas 50%. Bon, on peut dire qu'on peut demander 50%, mais si on n'a pas 50%, qu'on a 20 ou 30%, c'est déjà bon. Le Rwanda a déjà un parlement voilà, qui est totalement presque féminin. Moi, je vais un peu. Même le gouvernement au Rwanda. Je vais un peu, parce qu'il y a après, il faut laisser tomber aussi un certain nombre de critères traditionnels où on dit les femmes sont bien pour faire la cuisine, pour faire les enfants, pour dormir à la maison. Ce sont les hommes Exactement. qui doivent faire ci, ça et ça. La femme ne doit pas la femme doit être vue d'une autre façon. Elle doit être capable de diriger, de prendre des décisions. Oui, Anne-Marie, là, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, la preuve, c'est que la présidente de l'Éthiopie, voilà, elle était invitée, elle était là, elle a pris la parole. Et puis, il y a des entrepreneuses africaines aussi, beaucoup qui ont pris la parole au cours de ce CEO. Il y a tellement de disparités, effectivement, que, par exemple, le Maroc, qui est aussi l'un des promoteurs justement de ce développement de cette coopération sud-sud,
se plaignaient, en disant mais nous investissons beaucoup en Afrique subsaharienne, mais nous ne voyons pas les investissements des chefs des entrepreneurs. Le retour n'est pas... C'est ça, voilà, d'Afrique subsaharienne pour investir. On a aussi besoin justement de ces investissements au Maroc. Il y a un autre problème qui appartient à ce qu'on appelle dans la stratégie des organisations de doing business. Le doing business a ses règles. Et vous allez voir que le monde est divisé en régions qui sont des régions business. Tout à fait. Le Maroc appartient à la région MENA. Or, doing business in South Africa ou bien in Central Africa intègre le Rwanda, mais n'intègre pas le Maroc. Exactement. Donc, les capitaux qui vont généralement dans des géographies du business. Le monde a été divisé, aucune géographie physique, mais géographie du business. Le MENA region, le South Africa, les marchés qui sont dans l'Afrique subsaharienne ont également été divisés en plusieurs zones, ce qui fait que les financements qui viennent des pays ou bien des organisations sont généralement saupoudrés. Et lorsque le Maroc intervient, par exemple en Afrique subsaharienne, c'est normal que le Maroc puisse aussi attendre que Dangote monte au Maroc, exactement, par exemple. Oui. C'est ce qui n'arrive pas encore. Alors le Maroc a quand même mis en place un certain nombre d'incitations, notamment fiscales, pour rendre le pays beaucoup plus compétitif. Comment comprendre que les capitaux d'Afrique subsaharienne ne parviennent pas jusqu'au Maroc, malgré ce climat? Moi, je pense que c'est un problème culturel. Il y a des pays, je crois qu'il faut promouvoir, excuse-moi Alfred, il faut promouvoir l'entreprise privée. Parce que nos fonctions publiques ne peuvent pas employer tout le monde. Et moi, je prends mon cas, quand je devais m'installer, on me dit non, mais comment tu vas faire? J'ai dit tout début est difficile. Si les gens se sont installés, ils s'en sont sortis, certainement je vais baver, mais un jour je vais m'en sortir. Quand tu as une entreprise privée, tu veux créer une entreprise privée, on dit oh là là, mais va travailler, passe un concours, fais ci, fais ça. Au moins tu as la sécurité financière. Mais cette sécurité financière-là, c'est que c'est déjà calculé. C'est pour payer tes factures, comment manger. Tu ne peux pas investir. L'entreprise privée, aujourd'hui, au début, c'est très difficile. Je ne dis pas que tu as des charges personnelles, des charges professionnelles, des charges sociales. Mais quand ça commence à aller vraiment. Il faut que les États se disent que non seulement l'État n'a pas assez de moyens pour employer tout le monde, mais l'État aussi doit promouvoir l'entreprise privée. Il faut que ça parte déjà de la formation à l'école. Si on n'apprend pas à l'enfant à l'école qu'on peut créer la richesse, que c'est les individus, c'est le secteur privé, et c'est ça qui n'a peut-être pas été relevé ici pendant nos échanges, c'est le secteur privé qui crée le dynamisme, n'est-ce pas, de la richesse des États. Ce n'est pas l'État. L'État lui-même est là juste pour donner l'impulsion, les conditions, le cadre régalien, voilà, le cadre d'impulsion, tout cela. Fiscal, tout. Voilà, c'est ça qui crée les espaces pour que les individus, les privés, puissent créer la richesse. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Donc il faut déjà inculquer dès le bas âge à l'enfant qui va à l'école que devenir riche est une valeur positive. Parce que parfois, dans nos États, des problèmes culturels viennent s'interférer pour qu'on comprenne que aller au paradis, c'est être pauvre. Alors, tout le monde veut aller au paradis et on abandonne la bonne vie sur Terre, on ne sait pas qui, et on déteste l'oncle ou le tonton qui est riche. Je pense, oui, non, mais je pense effectivement qu'il faut, au niveau de la formation, au niveau de l'école, de l'université, qu'on revoie le mode d'organisation des études en Afrique, parce que on est resté... Et du contenu des études. Bien sûr, on est resté sur le modèle hérité de la colonisation, c'est-à-dire quelles sont les formations qui sont privilégiées. Ce sont les formations classiques. Fonctionnariales. On a négligé le secteur technique, le secteur scientifique. C'est au fond les facultés de lettres, de droit, d'économie qui sont aujourd'hui encore favorisées dans la plupart de nos pays africains, très peu au niveau scientifique pour dire, mais voilà, le monde d'aujourd'hui, c'est la technologie, c'est la science. Comment voulez-vous que, par exemple, lorsque les jeunes Camerounais créent un cardiopade, mais que ce soit, par exemple, les investisseurs indiens qui viennent justement soutenir cela et puis racheter le brevet, alors que sur place, on aurait pu le faire. Je crois qu'il faut réorienter complètement l'organisation des études et le contenu pour l'adapter justement aux attentes du XXIe siècle. Les attentes qui sont liées, elles aussi, à la vision
la vision que les États ont du développement. Parce que si on n'a pas une vision claire, le contenu qu'on mettra dans l'éducation ne sera qu'un contenu soit rebarbatif, soit du perroquetisme. Alors qu'il faut qu'on donne un contenu constructif et qui est lié, n'est-ce pas, aux enjeux du futur de nos États africains. C'est tout ce que nous pouvons faire à ce niveau-là, sinon on est perdu. Il faut aussi qu'on consomme africain. S'il y a un jeune malien qui a fabriqué une machine, pourquoi les autres pays africains n'achèteraient pas ça? Parce que souvent on est unis, mais on n'est pas solidaires. Il faut donner des Africains. Un made in Africa voilà. solide. Et consommer aussi africain, c'est important. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous Anne-Marie Kofi Kouadiobla. Je rappelle que vous êtes docteur en droit. Merci à vous également Thierry Mouelé, écrivain, enseignant et directeur du cabinet IM Consulting. Un grand merci à vous également Alfred Chongo. Merci infiniment. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Merci et bonsoir. Merci. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain vendredi. Très bonne soirée. Merci.